Bonjour à tous et bienvenue dans ce résumé du tout premier film de la licence Détective Conan qui s'appelle Le Gratte-Ciel Infernal. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis un gros fanboy, enfin, si un peu beaucoup quand même, mais vous allez voir qu'il est vraiment super. La première scène nous montre Conan qui est en train de résoudre une enquête chez la famille Kurokawa en utilisant Kogoro comme dans la série. Retenez bien le nom de Kurokawa car il va revenir très vite. On retrouve plus tard Conan chez Agasa qui trie les lettres de fans de son père, qui est un célèbre romancier, parce qu'il a la tâche de lui faire suivre son courrier, et qu'en échange, ses parents lui octroient un maximum de liberté. Et là, il va tomber sur une invitation qui est destinée à Shinichi Kudo, de la part de Teiji Moriya, un célèbre architecte qui a eu vent de ses hauts faits en tant que détective, et qui l'invite à une garden party le 29 avril. Ni une ni deux, Shinichi appelle Lan en lui demandant d'y aller avec son père et Conan à sa place. Comme d'habitude, il trouve une mauvaise excuse pour justifier son absence. La lettre précise que des amis peuvent y aller, donc tout est ok. Lan accepte à condition d'aller au cinéma avec lui le 3 mai. Notre héros n'a pas le temps de refuser, que la jeune fille raccroche. Il faut savoir que le 3 mai, c'est l'anniversaire de Shinichi. Sur le chemin du retour, Conan va croiser Megure en compagnie de l'inspecteur Shiratori, qui lui est présenté comme une nouvelle recrue. Alors je sais que dans le manga il est présenté comme quelqu'un qui a de l'expérience, mais le gratte-ciel infernal est sorti avant que Shiratori ne soit introduit dans le manga. Gosho Ayama a ensuite un peu modifié son background. Un petit peu de temps s'écoule et la petite bande va à la garden party de Teiji Moriya, qui est quand même content d'accueillir Kogoro Mori et la meilleure amie du détective lycéen en remplacement. Ensuite, l'architecte va proposer une énigme à tous ses convives qui consiste à deviner un mot de passe et évidemment, Conan la résout facilement. Il gagne donc le droit d'aller voir la galerie de l'architecte accompagné de Lan. Conan remarquera qu'il a fabriqué la maison des Kurokawa, lieu où le gratte-ciel infernal a commencé. Lan remarquera aussi le BK Building Center où elle a donné rendez-vous à Shinichi à 22 h le 3 mai pour son anniversaire. Autre détail important, elle précisera à Moriya qu'elle va sûrement acheter un pull de couleur rouge à Shinichi car cela serait sa couleur préférée. Petit saut dans le temps, le 3 mai finit par arriver, et alors que Lan part vers les 10 h du matin, Shinichi se retrouve dos au mur et rumine chez Agasa. Aux informations, Conan entend qu'une grande quantité de HMX a été volée, ce qui permet de fabriquer de puissants explosifs au plastique. On apprend que la maison des Kurokawa a été victime d'un incendie au HMX et que la piste d'un unique criminel est du coup privilégiée, vu que d'autres maisons ont été brûlées de la même manière. Shinichi reçoit alors un appel sur sa ligne fixe, qui est transféré chez Agasa, et au bout du fil, c'est le criminel qui a foutu le feu chez les Kurokawa. Shinichi est obligé de lui donner son numéro de téléphone et le pyromane lui donne rendez-vous au parc pour lui montrer quelque chose. Sur place, Conan tombe sur Mitsuhiko qui joue avec un avion télécommandé qui lui a été donné par un homme barbu. En fait, l'avion de modélisme est équipé d'une bombe et le drame est évité de peu grâce à Conan qui l'explose avec ses chaussures renforcées. Il reçoit un nouvel appel du criminel qui l'observe de loin et croit que Shinichi a envoyé Conan à sa place. Il lui explique que la seconde bombe va se déclencher dans 15 minutes, donc à 13 h, à la place BK et qu'elle serait située sous un arbre. En fait, la bombe était dans une cage de transport pour un chat sous un banc. Elle est récupérée par une dame qui veut sauver le chaton. Heureusement qu'on en parvient à la récupérer après une course-poursuite super sympa à suivre, mais alors qu'il ne reste que quelques secondes, le minuteur de la bombe s'arrête alors que notre héros est à proximité d'un jardin pour enfants dont la rue est jalonnée de lampadaires de style londonien. Oui, c'est important que je le dise pour la suite de l'histoire. Il reprend sa course survoltée profitant de cette pause et il parvient à la faire exploser dans un endroit désert. Mais le choc est un peu trop violent et il finit à l'hôpital. Heureusement tout va bien pour lui grâce au plot armor et c'est l'occasion pour Megure de venir lui rendre une petite visite. Quoi de plus normal vu le nombre d'explosions qu'il y a eu que la police se rende à l'hôpital où une victime est présente. Naturellement, Conan explique tout à Megure. Il est intéressant de voir que sous ses airs bourrus, Kogoro aime vraiment Conan. Il se montre très inquiet pour lui en le voyant avec toutes ses blessures. Les Detective Boys donnent à Conan un portrait robot de l'homme du parc, c'est plutôt réussi, et tout le monde pense que le criminel cherche à faire du tort à Shinichi. Alors Agasa demande quelle a été l'affaire la plus médiatique du détective lycéen. Il s'agissait d'un accident de la route au cours duquel une jeune femme a trouvé la mort par la faute du maire de la ville, Monsieur Okamoto, alors que son fils avait tenté de le couvrir pour qu'il ne perde pas son poste. Le père Okamoto perdra donc son poste et son projet de construction de la ville de Nishitama fut annulé. Seulement, on sait que ce n'est pas le fils du maire qui est en train de se venger car il est en voyage, tandis que le père est sûrement en prison.
Megoulet demande au détective Boy s'ils ont remarqué un détail sur l'homme du parc qui leur a donné l'avion téléguidé, et Ayumi indiquera seulement qu'il avait une odeur douce sur lui avant de rentrer chez elle avec ses amis. Le poseur de bombes rappelle, cette fois-ci il a posé 5 explosifs sur la ligne du métro Toto, qui se déclencheront après 16 heures, si les trains ne roulent pas en dessous de 60 km/h et qui exploseront quand même au coucher du soleil. Alors évidemment, Megoulet rentre en contact avec les autorités ferroviaires qui font en sorte que les trains roulent au-dessus des 60 km/h. Malheureusement, en quittant l'hôpital, les Detective Boys ont pris le train eux aussi. Conan est désormais plongé dans une intense réflexion. S'il peut entendre que les bombes puissent se déclencher sous les 60 km/h, il ne comprend pas en quoi le coucher du soleil peut les déclencher. Évidemment, je vous passe les détails, mais dans le train, c'est la panique complète et Megoulet enquête auprès de la compagnie ferroviaire pour essayer de déterminer où les bombes ont pu être posées. Heureusement, une réflexion de Agasa va tout faire bousculer. Le professeur fait remarquer à son ami que les bombes vont se déclencher au coucher du soleil, tandis que le skate qu'il a inventé en a besoin pour fonctionner. Ainsi, Conan comprend que les bombes sont programmées pour exploser en cas d'absence prolongée de lumière. Elles ont été déposées sous les rails. Avec leur vitesse de plus de 60 km/h, les trains ne font de l'ombre sur les bombes que pendant un court instant, ce qui les empêche d'exploser. Mais à la tombée du jour, elles exploseront forcément. Conan se fait passer pour Shinichi en disant qu'il est au courant de la situation par Agasa et il explique à Megoulet qu'il faut faire dévier la direction des trains, de sorte à pouvoir désamorcer les bombes sans risque tant qu'il fait jour. Le responsable des voies ferroviaires commence à s'exécuter en faisant changer l'aiguillage des rails, ce qui permet de sauver tous les trains. Les bombes sont ensuite désamorcées avec les démineurs, mais ils savent que ce n'est pas fini car le criminel a volé beaucoup de HMX. Kogoro fait alors une remarque intéressante en disant que le criminel n'habite pas près des lieux des explosions, ce qui rappelle à Conan que le minuteur de la seconde bombe s'était arrêté près d'un parc pour enfants, là où étaient les lampadaires de style anglais. Il décide de fouiller la résidence à proximité sans succès. On finit par comprendre à ce stade du film que les créations de l'architecte Moriya sont ciblées. En effet, au début du film, plusieurs maisons, dont celle des Kurokawa, ont été brûlées, et sur la ligne du métro Toto, il y avait une bombe sur le pont Sumida créé par l'architecte. Tout le monde décide donc d'aller lui rendre visite, mais celui-ci ne voit pas qui pourrait lui en vouloir. Et il est temps de passer à la révélation, c'est bien Moriya l'auteur de tous ces méfaits. Moriya est un perfectionniste qui a dû construire les maisons de ses clients selon leurs désirs. Le problème, c'est qu'il en a résulté des créations asymétriques, ce qui était insupportable à ses yeux. Oui, ce n'est pas une blague, hein, c'est la vraie raison derrière toute cette folie. Mais la goutte d'eau est arrivée lorsque Shinichi a fait arrêter le maire. Celui-ci avait confié à Moriya un projet de construction pour la nouvelle ville de Nishitama, sur lequel il avait passé énormément de temps, et qui était parfaitement symétrique. Il a donc voulu salir la réputation du détective lycéen, et dans sa vengeance, il en a profité pour détruire ses anciennes créations. Et si la bombe s'est arrêtée, c'est à cause des lampadaires qui étaient prévus dans le design de la nouvelle Nishitama. Alors, comme il n'a pas de preuve accablante, Shinichi utilise un marqueur noir pour assombrir les verres de ses lunettes, et il utilise un crâne cheval qui est sur place pour fabriquer une perruque et une moustache qu'il met dans la galerie de Moriya en faisant croire qu'il a retrouvé son déguisement. Moriya s'énerve et explique que ce n'est pas possible car il était caché dans le coffre de sa voiture, faisant là une énorme bourde et un énorme aveu devant les policiers. L'architecte acculé menace de faire sauter sa maison, sauf que Conan a retiré les piles de son détonateur. Notre héros a déduit que le briquet du professeur en était un, car il utilise des allumettes pour allumer sa pipe. Pipe d'où venait la douce odeur évoquée par Ayumi. Mais Moriya n'a pas dit son dernier mot, le reste des explosifs est dans le Central Beka City, où Lan attend Shinichi pour aller au cinéma. Il ne reste plus qu'une minute avant 22h et les explosions commencent. Conan récupère sur Moriya le plan de sa bombe et tout le monde se rend sur place. Conan pénètre seul dans le bâtiment, il sait que les démineurs arriveront tôt ou tard. Malheureusement, il est bloqué devant l'issue de secours qui est coincée et il ne peut pas sauver Lan, qu'il parvient à joindre car les lignes fonctionnent encore. Alors comme il ne se voit pas, il peut se faire passer pour Shinichi avec son nœud papillon, il lui demande de chercher un colis suspect et Lan trouve un sac contenant une bombe avec un minuteur où il ne reste que 42 minutes. Shinichi va alors confier à Lan la lourde tâche de désamorcer la bombe en la guidant à l'aide du plan de Moriya. Lan se rapproche de l'issue de secours pour écouter Shinichi et elle parvient à couper les bons fils grâce aux indications du détective. Sauf qu'il reste 2 fils à la fin que le poseur de bombe a fait exprès de ne pas mentionner dans son plan. C'est l'occasion d'une scène touchante entre nos deux tourtereaux qui se consolent en se disant qu'ils seront au moins réunis dans la mort.
Tout à coup, Conan se souvient que Lan avait expliqué à Molia qu'elle avait rendez-vous avec lui et qu'elle allait lui acheter un pull rouge, car c'était sa couleur préférée. Malheureusement, il n'a pas le temps de la prévenir d'éviter de couper le fil rouge, que les secours l'emportent loin d'elle. Mais contre toute attente, elle coupera le fil bleu, et tout est bien qui finit bien. Lan expliquera avoir choisi de préserver le rouge, car cette couleur était importante pour elle et Shinichi, les liant en quelque sorte. Allez, c'est parti pour la petite conclusion. Très clairement, le Gratte-Ciel Infernal, c'est pas le meilleur film de la licence Détective Conan. L'antagoniste principal a vraiment une motivation plus que moyenne et manque de charisme. En plus, c'est assez facile de deviner que c'est Molia le coupable. Par contre, c'est l'occasion d'avoir un film bourré d'action, mené tambour battant. Les personnages les plus iconiques sont présents, la bande-son est très bonne, le suspense est présent aussi à plusieurs passages et on a droit à un moment plein d'émotions entre Lan et Shinichi. C'est aussi l'occasion de voir plus souvent les gadgets d'Akasa qui sont un peu relayés en second plan dans la série comme dans le manga. La réalisation est très bonne, évidemment meilleure que pour les épisodes, c'est normal, on reste d'ailleurs en terrain connu puisque le réalisateur est le même que celui de la série animée. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour le résumé du second film et comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez le pouce bleu. À bientôt.